Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur le site internet www.omertamedia.fr et c'est surtout un magazine dont le prochain numéro que voici, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en précommande sur le site d'Omerta. Aujourd'hui, je reçois monsieur Éric Revel, journaliste et économiste. Bonjour. Marwan. Plus de 150 milliards de déficit, un bilan pour Emmanuel Macron en 7 ans, donc un septennat de 1000 milliards de dettes en plus. Quelle est votre analyse, vous qui du coup avez une analyse globale, quelle est votre analyse de ce bilan qu'on pourrait faire, bilan économique d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, à la veille d'avoir un nouveau gouvernement? Oui. Alors il y a déjà un truc assez comique, je vais vous dire, c'est qu'en général, quand vous avez un changement de ministre des Finances, c'est celui qui vient après, qui fait un audit sur la gestion de son prédécesseur et qui dit « Oh là là, c'est grave et c'est pire que ce qu'on m'avait dit ». Et là, pour la première fois, vous avez un ministre démissionnaire des Finances qui s'appelle Bruno Le Maire qui dit, avant même la suite, « Oh, c'est beaucoup plus grave que ce que je vous avais dit ». Vous voyez, c'est celui qui est en place qui dit. Alors, vous faites allusion à ce nouveau dérapage budgétaire de 15-16 milliards d'euros, qui a été révélé par le Figaro à partir d'une note du Trésor, mais qui a dû fuiter depuis Bercy. Bon, voilà. Donc en fait, on peut dire que les finances publiques françaises sont hors de contrôle. Hors de contrôle, en réalité. Pourquoi ? Parce que, bon, on va citer quelques chiffres. Vous avez 3100 milliards d'euros de dette. Bon, 1000 milliards, si je retire ce qu'il a fallu pour le quoi qu'il en coûte, pour le Covid, pour les entreprises, etc. Allez, disons que depuis que Macron est là, la dette s'est accrue de 700 milliards d'euros. Avec des services publics qui ne cessent de s'effondrer. C'est-à-dire que les Français disent, on paye des impôts, on a des services publics qui se dégradent partout, la santé, la sécurité. Où va l'argent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez un déficit budgétaire, vous le rappeliez, qui est de l'ordre de 150-160 milliards d'euros. Vous avez un déficit commercial qui est de l'ordre de 100 milliards d'euros. Et vous avez un service de la dette. Quand vous êtes à découvert votre banque, vous payez des agios. Bon, le service de la dette, c'est les agios qu'on paye, les intérêts qu'on paye chaque année, pas pour rembourser la dette, pour rembourser les agios. Eh bien, ce service de la dette, il sera, d'ici 2 ans, toutes choses étant égales par ailleurs, comme disent les économistes, Formule économiste. Il sera supérieur au budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on va avoir un service de la dette de 70 à 80 milliards d'euros par an, qu'il faudra débourser à fonds perdus, parce que c'est juste les intérêts de la dette, et qui évidemment n'iront pas dans l'investissement, dans les services publics, dans la justice, dans l'éducation nationale. Moi, la dépense publique en tant que telle, si elle crée de l'investissement, de la croissance et de l'emploi, ça me va. C'est une vision un peu keynésienne des choses, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. La quasi-intégralité des financements des emprunts que l'État français fait auprès des marchés financiers, c'est pour financer des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire que les fonctionnaires qu'on a embauchés, les administrations qu'il faut faire tourner, leur fonctionnement, coûtent plus d'argent que ce qu'on investit dans les services publics. Donc non seulement on est dans une situation financière très inquiétante, mais on n'est plus un pays qui investit dans son avenir. Et ça, c'est quand même, vraiment dans ses services publics. Donc ça, c'est quand même un extraordinaire sujet. Il y a des réformes qui ont été faites n'importe comment, mais n'importe comment. Par exemple, François Hollande, président de la République, décide de régionaliser le territoire. Oui. Donc on avait plein de régions, on en fait finalement 7 ou 8 en disant, vous allez voir, on a découvert la pierre de Rosette, on a découvert le fil à couper le beurre, on a découvert ce qui transforme le plomb en or, ça va être formidable. Résultat des courses. Non seulement c'est compliqué pour des immenses régions de gérer des problématiques parfois qui sont extrêmement locales, mais en plus, au lieu de simplifier, on a complexifié et on a embauché des fonctionnaires dans toutes les strates administratives. Des communes, aux communautés de communes, aux sous-régions, aux régions, etc. Le fameux millefeuille administratif. Donc, résultat des courses, quand vous augmentez, par exemple, le point d'indice de la fonction d'État, le point d'indice des fonctionnaires de la fonction d'État, qui n'avait pas été augmenté depuis des années, mécaniquement, vous avez un effet sur la fonction publique territoriale. Et comme cette fonction publique territoriale, elle a beaucoup cru,
ben vous avez des dérapages conséquents. Alors que par rapport à l'État, il faut toujours le savoir, les collectivités locales ont l'obligation statutaire de présenter des budgets en équilibre. Alors que la dernière fois que l'État français a eu un budget en équilibre, Ouais. c'était sous Giscard en 1974. Vous vous rendez compte? Donc on est dans des dérapages vertigineux. Je ne vois pas comment le budget va pouvoir être voté avec des grands coups de gouvernail politique, de réforme. Ça me paraît impensable. Et puis on est sous le regard perçant de la Commission de Bruxelles. Parce que là aussi, parmi les incohérences fantastiques, on est donc sous procédure de déficit excessif, comme la Grèce. Hein. Vous voyez, on devient la Grèce du XXIe siècle. C'est le schéma grec qui est... Alors, sauf qu'on est la deuxième économie de la zone euro et c'est peut-être notre seule assurance vie. C'est que si vous laissez tomber la deuxième économie de la zone euro, c'est toute la zone euro qui tombe. Ça n'a pas empêché de Standard & Poor's Oui. Alors, pour l'instant, donc, si vous voulez, ça a que des... C'est très humiliant pour la France, voilà, qui a toujours une haute, et c'est un cher et vieux pays, mais qui a toujours une haute idée d'elle-même. C'est très humiliant, mais pour l'instant, ça n'a pas eu trop d'impact. D'autant plus que les taux d'intérêt en Europe, je parlais de la Fed tout à l'heure, de la BCE, vont sans doute aussi reculer. Bon. Mais on est dans un état financier compliqué. Et puis, en fait, on a fait croire aux Français, le Mozart de la finance, là, Emmanuel Macron, on a fait croire aux Français qu'en fait, il n'y avait pas de problème avec l'argent, que ça tombait du ciel. Alors, on a été contents pendant la crise Covid d'avoir des prêts garantis d'État pour les entreprises, d'avoir du chômage payé pour les salariés, tout, ok. Mais expliquer aux gens que c'est pas très grave, que de toute façon tout ça n'a aucune importance, et que l'argent, on le trouve, il suffit de se baisser pour... Non. C'est la meilleure manière de faire de l'inflation. Oui, alors il y a plein de façons de faire de l'inflation, hein, mais ce qui est vrai, non mais, vous voyez, c'est un sujet qu'on n'aborde pas parce que politiquement il est compliqué et les gens ont du mal. Mais l'inflation, bon, il y a eu beaucoup de spéculations avant même la guerre en Ukraine. Hein. Bon, il y en a qui devaient être au courant que ça allait se déclencher, et qu'on commençait à spéculer sur les matières premières et autres. Mais l'inflation, il ne faut jamais perdre de vue une chose, c'est que celui qui a désindexé les prix et les salaires, c'était un ministre socialiste des Finances. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat en France. Oui, c'est indéniable. Mais si vous augmentez les salaires dans un pays comme le nôtre, où le tissu économique, il est fait par des PME et des TPE. Les grands groupes du CAC 40, c'est pas en France qu'ils font de l'emploi, ils le font ailleurs. Mais les PME et les TPE, oui, c'est en France qu'elles font de l'emploi. 80% du tissu économique français. Si vous augmentez le SMIC, par exemple, à 1600, 1800, je ne sais pas quoi, vous avez immédiatement un double effet. Vous avez un effet sur l'échelle des salaires dans votre entreprise. C'est-à-dire le type qui est là depuis 15 ans et qui a 1800 € et qui voit un SMICard arriver à 1800 €, il dit « Mais attendez, chef, moi, il me faut quand même augmenter parce que je suis là depuis longtemps. » Donc, vous avez un effet mécanique sur l'échelle des salaires de l'entreprise. Et puis, vous avez un effet mécanique sur quoi? Sur le coût de la production. Puisque une part importante du coût de la production sont les salaires. Et si vous augmentez le coût de la production, pour vous en sortir en tant qu'entreprise, vous êtes obligé d'augmenter vos prix de vente. Et si vous augmentez vos prix de vente, vous augmentez l'inflation. Exactement, mécaniquement. Et après, vous avez parfois un cercle vicieux très difficile à briser, qui est l'augmentation des salaires. Si elle est trop forte, trop rapide, nourrit l'inflation. L'inflation demande une augmentation de salaire, parce que vous n'y arrivez plus, vous avez moins de pouvoir d'achat. L'inflation vous rogne votre pouvoir d'achat. Et vous demandez une augmentation de salaire. Donc, bien sûr, je comprends le message politique, c'est le claquement de doigts, il n'y a qu'à Faucon, tout le programme, rien que le programme, avait dit Mélenchon victorieux au soir des législatives. En réalité, les rouages économiques sont beaucoup plus complexes. Voilà. Mais on sait que il y a une partie de la population qui s'est paupérisée fortement en France, et qui c'est même pas du mal à boucler ses fins de mois, c'est ne sait plus boucler ses fins de mois, et dans une désespérance sociale forte. C'est indéniable. Mais imaginez qu'il suffit, d'appuyer sur un bouton pour que les problèmes soient résolus et que ce n'ait aucune conséquence, surtout dans l'état économique où on est.
sans parler de l'Allemagne qui est dans un état économique très compliqué pour d'autres raisons. On a une Europe en panne économiquement, on a une Europe qui est en train d'être marginalisée entre les États-Unis et la Chine, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique. Et c'est ça aussi l'enjeu pour les futures générations. Une nouvelle fois, vous me faites une très bonne transition parce qu'on parle J'essaye, d'Europe et de faire. France. Et vous le faites très bien. Le 5 septembre, Emmanuel Macron nomme l'ancien négociateur du Brexit, commissaire européen, Michel Barnier, Premier ministre, 73 ans, un homme politique depuis les années 70, et qui doit faire face à ce que vous venez de constater, à l'état économique de la France. Il dit qu'il ne fera pas de miracle. Est-ce qu'il est en face de quelque chose d'impossible, finalement ? Ce qui est impossible, à mon sens, c'est une longévité pour un gouvernement Barnier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes devant une quadrature du cercle. Vous essayez de composer un gouvernement pour l'Assemblée nationale. Vous allez essayer de mettre des gens de gauche, des gens de droite et des centristes. Bien. Ça, c'est pour essayer d'avoir le soutien de l'Assemblée nationale. Des Modem, des socialistes raisonnables, des LR. Bon. Mais faire un gouvernement de bric et de broc juste pour avoir le soutien de l'Assemblée nationale et pour ne pas être censuré tout de suite, c'est pas avoir un cap économique et politique clair. Puisque par définition, si vous êtes socialiste, c'est que vous n'avez pas les mêmes vues économiques que si vous êtes républicain. Et si vous êtes centriste, bon. Donc en fait, avoir un gouvernement qui tient devant l'Assemblée nationale et avoir un cap économique et politique clair, c'est deux choses totalement antagonistes. Vous pouvez faire de l'ouverture. Mitterrand avait appelé des centristes à l'époque, alors qu'il avait fait l'union de la gauche avec Robert Fabre, Georges Marchais, il avait appelé des centristes, je pense à Jean-Pierre Soisson, qui était un brillant homme politique du centre, il avait ouvert son gouvernement. Sarko a ouvert son gouvernement quand il prend Bernard Kouchner, mais il avait une majorité à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a même pas une majorité relative. Elle est relative de chez relative, la majorité sur laquelle pourrait s'installer Michel Barnier. Donc ça va être très très compliqué. Maintenant, le pire n'est jamais certain. Mais si Barnier ne passe pas les 2 ou 3 mois, il ne restera plus qu'une seule cartouche dans le fusil du président de la République. C'est-à-dire nommer un autre gouvernement. Mais si cet autre gouvernement tombe, alors je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut rester à l'Élysée. Je ne vois pas. Parce que, alors, bien sûr, Jupiter, de son Aventin, contemple le peuple et la classe politique du haut de son balcon présidentiel. Mais ça deviendra très très compliqué si vous avez des gouvernements qui tombent comme sous la 3e ou la 4e République. Ça deviendra très très compliqué. Ce qu'il ne faut pas souhaiter, parce que vu les problèmes qu'on a, si on n'a pas un gouvernement solide qui prend des décisions, je ne vois pas comment tout ça va fonctionner. Vous savez, il y a 3 types de dépenses, il ne faut jamais l'oublier. Il y a les dépenses de l'État, beaucoup de budget de fonctionnement malheureusement. Ouais. Vous avez les dépenses des collectivités territoriales, et puis vous avez les dépenses sociales, notre modèle social. La question qu'on finira par se poser obligatoirement, c'est est-ce qu'on a toujours en France les moyens de financer un tel modèle social ? Un tel modèle social. À mon avis, la réponse est non. La réponse est non. Alors peut-être qu'on finira par être mis sous la tutelle du FMI. Vous savez, ça peut arriver. Vous savez, Jacques Delors, ministre des Finances de Mitterrand, avait dit un jour à un journaliste « Ne vous moquez pas du FMI, on pourrait en avoir besoin ». Parce qu'en 80 à 83, Mitterrand fait une politique très volontariste à gauche, et en 83, il siffle la fin du spectacle, et pendant les 12 années qu'il va passer au pouvoir, parce qu'il est resté 2 septennats, Mitterrand, 14 ans, il ne va pas faire du tout une politique économique de gauche. Non, pas du tout. Il va rassurer les marchés, il va rassurer les industriels. Mais bien sûr. Bon. Donc, est-ce qu'on risque une mise sous tutelle du FMI ? C'est plus impossible. Là. C'est ultra humiliant. Enfin, vous imaginez, on serait comme un pays lambda mis sous tutelle du FMI. Mais c'est un gros avantage. Même s'il faut rembourser ce que le FMI vous prête en DTS, en droit de tirage spéciaux. Le gros avantage politiquement, c'est que vous pouvez dire, on est là-dedans, on est dans cette situation parce que les autres n'ont rien foutu avant, et puis c'est pas moi qui impose ces mesures, c'est le FMI. Ce que font beaucoup de pays qui sont sous accord du FMI. Pour leur population en interne, ils disent, mais attendez, on a besoin de cet argent pour s'en sortir, pour payer nos fonctionnaires, pour notre modèle social.
Bon, mais ces mesures-là, je ne les aurais pas décidées moi-même en tant que gouvernement, mais on me les impose de l'extérieur, donc je suis obligé parce que sinon on n'aura pas l'argent. Voyez. Donc il y a aussi cet aspect du FMI qui a très souvent été utilisé par des pays mis sous ajustement du Fonds monétaire international. Bon, alors imaginez qu'on soit sous tutelle du FMI, mais j'ai en mémoire la petite phrase de Jacques Delors, vous voyez, qui résonne dans ma tête et qui me ravive quelques souvenirs. Il faut toujours faire attention, vous voyez, on est sur la corde raide. On est sur la corde raide, avec des attentes des électeurs, de gauche et de droite, et avec des réformes dont on a besoin. Le problème, c'est que les attentes des électeurs sont rarement compatibles avec les réformes dont on a besoin. Donc on est dans une crise politique, on est potentiellement dans une crise financière, avec une Europe qui s'affaiblit. Est-ce que l'avenir de la France se dessine avec celui de l'Union européenne? Je parle bien de l'Union européenne, pas d'Europe, de l'Union européenne. L'euro, Bruxelles. Bon, moi, si vous voulez, je ne crois pas du tout à cette Europe fédérale qui, finalement, a échoué sur bien des domaines et qui contraint l'initiative nationale. Autant je crois à une Europe des nations, autant je pense que la façon dont on transpose dans notre droit, et notamment en France, où on est les champions, les directives européennes, n'a plus aucun sens. Parce qu'en fait, on est en train de diluer le pays avec sa culture, avec son histoire, dans une espèce de magma européiste, dirigé par Madame von der Leyen, qui vient de se faire réélire présidente de la Commission européenne. Malgré les conflits d'intérêts qu'on lui connaît. Exactement. Donc, si vous voulez, je pense que cette Europe-là a vécu. Et vous avez quelques pouvoirs, quelques dirigeants politiques en Europe qui contestent ça. Viktor Orban ou d'autres qui sont en train de s'interroger. Alors, on fait des procès d'attention et on caricature, comme souvent. Hongrie, il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas... liberté d'expression, quand j'entends un type qui appelle à l'intifada, comme je l'ai vu devant un public à Paris, la liberté d'expression a bon dos dans nos belles et grandes démocraties. Je ferme la parenthèse. Donc en fait, cette Europe fédérale, je pense qu'elle est condamnée parce qu'en fait, les peuples ont besoin de racines. Les peuples ont besoin de culture. Les peuples ont besoin de savoir où ils vont. Les peuples, ils n'ont pas juste besoin qu'on leur dise « il faut que votre fromage de chèvre dans votre vitrine réfrigérée sur le marché de Boulazac en Dordogne soit à 15 degrés et pas à 16 ». C'est pas ça. Et on n'est jamais parvenu. Il y a eu des tentatives qui étaient intéressantes. Pour les étudiants, Erasmus, c'était un... Mais c'est quoi la citoyenneté européenne ? C'est quoi un citoyen européen ? Ok, on a l'euro, on n'a pas besoin de visa pour aller... Bon, très bien, mais pour le reste, c'est Schengen qui est une passoire pour l'immigration illégale. C'est ça l'Europe qu'on nous vend aujourd'hui, avec une Allemagne qui est pourtant, depuis le traité de Rome, le père fondateur, De Gaulle, Adenauer, de l'Europe telle qu'on la connaît. En tout cas, c'est pas celle, à mon avis, à laquelle rêvait De Gaulle, mais bon. Mais l'Allemagne est en train de refermer, de refiltrer ses frontières parce qu'elle ne peut plus absorber d'immigration illégale. C'est comme ça le sujet. Donc moi, cette Europe-là, si vous voulez, le poids de la Commission dans les décisions, le côté un peu fantoche que joue le Parlement européen, même si ça nourrit plein de gens, que ça fait vivre le commerce, à Strasbourg et ailleurs, bon, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Moi, je me sens français avant d'être européen. Est-ce que pour autant, je suis un espèce de nationaliste ? C'est pas le sentiment que je donne, je crois pas. Bon, mais les peuples ont besoin de leur histoire. Ils ont besoin de leur histoire, ils ont besoin de leurs racines. Et tout ça, on a l'impression que ça s'uniformise et qu'on nous emmène dans un truc mondialisé auquel l'Europe serait une espèce de ballon entre la Chine et les États-Unis. Donc cette Europe-là, moi, j'y crois pas et j'en veux pas. Est-ce que justement, elle ne serait pas ancrée dans une idéologie qui aurait d'ores et déjà disparu ? Parce qu'on est en train de progressivement basculer dans un monde qui est moins globalisé, mais beaucoup plus polarisé. Et justement, les Européens auraient tendance à s'ancrer dans cet imaginaire-là, se dire qu'on est dans une économie, un monde globalisé où il faudrait ouvrir les frontières, il faudrait plus d'unité.
et que peut-être la France et l'Allemagne seraient les dindons de la farce aussi. C'est peut-être aussi conclusion de cette période. Oui. Ce que je crois vraiment, c'est que on a besoin d'un bloc économique européen. On a besoin d'un bloc économique européen parce que des pays seuls, développant de la recherche et développement seuls, avec une économie juste nationale, c'est plus à l'échelle de ce qui se passe dans le monde. Bon. Maintenant, ce qui est vrai, et ce qu'on peut constater, c'est que, à côté des grands rassemblements des pays occidentaux, G7, G20, vous avez une puissance montante qui s'appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui sont en train de se désolidariser en fait du chemin mondialisé dans lequel s'est engouffré l'Occident, États-Unis en tête, Europe suivant, en disant non seulement vos valeurs ne sont pas les nôtres, vous avez essayé de nous les imposer pendant des années, des décennies, mais nous, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, parfois, ils nous donnent des leçons. Ils nous disent, mais en fait, les valeurs que vous nous avez vendues comme étant des valeurs vertueuses, vous-même, dans vos propres pays, vous ne les respectez plus. Vous laissez libre cours à des minorités, à des trucs qui sont en train de fluidifier votre histoire, de la mettre à la cave. Et vous allez nous donner des leçons de défense des valeurs. Mais vos valeurs, on ne les a pas absorbées, mais en plus, vous-même, vous êtes en train de les condamner, ces valeurs-là. Donc, vous avez l'émergence de nouveaux pôles, et je pense que la guerre d'Ukraine, au-delà de la souffrance des peuples, il y aura un avant et un après. Je pense qu'il y a une redistribution des cartes. Parce que vous savez, alors il y a des intérêts divergents entre le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie. Mais tous ces pays-là forment un bloc économique très puissant. À un moment donné, on a même expliqué qu'ils pourraient créer une monnaie. Quand on crée le FMI et la Banque mondiale au moment des accords de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on a appelé le mouvement des non-alignés. Pour moi, les BRICS sont les héritiers du mouvement non-aligné. De loin, mais héritiers. Le mouvement des non-alignés qui dit, mais en fait, les critères de financement que va imposer le FMI ou la Banque mondiale, c'est des critères qui servent l'Occident et qui servent le business de l'Occident. Donc nous, mouvement des non-alignés, dans les années 70, c'est Castro, c'est Didier Ratsirac à Madagascar, c'est des gens comme ça, disent, mais attendez, nous, on veut se développer. Bon, alors, ils ont tous échoué. Hein. Cuba, c'est un désastre. Madagascar, c'était un désastre. Mais on veut se développer, mais pas forcément sur les critères que vous nous imposez. Je pense que les BRICS, aujourd'hui, sont les héritiers de ce mouvement décolonialiste des non-alignés, qui fait que peut-être demain, les pôles d'intérêt et les pôles de puissance économique et géopolitique seront différents de ce qu'est aujourd'hui. Les seuls qui résistent sont les États-Unis. L'Europe est en train de se liquéfier. Vous prenez la crise politique en France, dont on a parlé. Vous rajoutez la crise économique en Allemagne. L'Europe, aujourd'hui, est à l'arrêt. Le fameux couple franco-allemand qu'on nous a vendu. Alors moi, j'aime bien l'image du couple, vous voyez, mais bon... Moi, je dis le couple franco-allemand, il a surtout fonctionné comme un tandem. Vous voyez ce que c'est, un tandem ? Il y en a deux qui pédalent, mais il n'y en a qu'un qui conduit, vous voyez ? C'est celui qui est devant. Et bon, en fait, on était plutôt conduit par l'Allemagne. Mais l'Allemagne est dans telle difficulté économique, aujourd'hui. Par exemple, vous voyez, on s'interrogeait sur le niveau du déficit budgétaire français. L'Allemagne, c'est presque l'excès inverse. C'est-à-dire que l'Allemagne, ils ont l'obligation, en fait, d'être quasiment à l'équilibre. Et comme ils ont cette obligation-là, tous les surplus budgétaires qu'ils accumulent, ils ne peuvent pas les dépenser pour, par exemple, relancer l'activité économique en Allemagne ou en Europe. Oui. Nous, c'est le contraire. Nous, on dépense de l'argent depuis des décennies qu'on n'a pas pour se retrouver dans la situation économique dans laquelle on se trouve. Donc vous avez l'Allemagne et la France, l'Allemagne qui a souffert d'hyperinflation. Donc c'est le traumatisme absolu. Il ne faut jamais oublier que la Banque Centrale Européenne, elle a été construite à partir de l'inconscient collectif du peuple allemand qui avait souffert de l'hyperinflation. Oui. Et le seul dogme de la BCE, c'est pas un objectif de croissance, c'est un objectif d'inflation.
ne faut pas que l'inflation dépasse de 2%. Parce qu'en fait, la BCE, c'est la Bundesbank qui a été un peu déplacée. Donc en fait, les intérêts allemands, ils ont été préservés historiquement. Donc le tandem, il y en a deux qui pédalaient, mais il y en avait un qui était... Voilà. Et donc ce couple-là, il est en panne. Il est en panne. Donc en fait, l'Europe est en train de se marginaliser. Donc tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on perd, en puissance historique, on perd en puissance culturelle, pour arriver à un constat où on se dit, avec ce qui se passe en France et en Allemagne, en fait, l'Europe est en train de passer par pertes et profits sur l'échiquier mondial. Donc c'est quand même un sujet important. Et d'où le retour des discours de droite, voire d'extrême droite en Europe, l'AfD en Allemagne, vous le disiez, la Hongrie, Viktor Orban, et aussi en France, avec Marine Le Pen. Est-ce qu'on est arrivé donc à la prochaine étape pour la France, la prochaine étape, donc de mettre à la tête du pays un parti de droite ou d'extrême droite, comme on dit. Alors, moi je vais faire un constat. Vous voyez, je vais rester sur ma position équilibrée. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un fiasco politique indéniable. On voit dans quelle situation on est. On est dans une crise politique jamais vue. Jamais vue. C'est pas de la cohabitation. Bon. Mais franchement, le résultat profond de la dissolution, c'est que Macron, à l'insu de son plein gré, alors je dis à l'insu de son plein gré parce qu'il est tellement intelligent, il prévoit tellement tout que c'est pas possible qu'il se soit trompé. Il peut pas s'être trompé. C'est pas possible. Mais qu'en fait, il a servi sur un plateau d'argent la fin de la normalisation du RN. Pourquoi ? Mais parce qu'on l'a vu, pour la nomination du Premier ministre, Marine Le Pen s'oppose à la nomination de Xavier Bertrand, parce qu'il se tape électoralement dans le nord de la France. Elle s'y oppose. Macron dit, donc je ne nomme pas Xavier Bertrand. Il propose Michel Barnier. Alors Michel Barnier, on ne le censurera pas, en tout cas pas tout de suite, mais à condition qu'il fasse la proportionnelle, à condition qu'il ait une position claire et des actions sur l'immigration. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le RN est devenu un interlocuteur, c'est un constat, privilégié du président de la République pour nommer son Premier ministre et pour peut-être former un gouvernement. Donc ça veut dire que le RN est définitivement normalisé. Parce que vous ne pouvez pas faire, il y a 2 mois, le Front républicain à la Gabriel Attal. Vous voyez, on est passé d'un Premier ministre youtubeur avec Attal à un Premier ministre Lagarde et Michard avec Michel Barnier. Vous ne pouvez pas faire à la fois le Front républicain et après, une fois que le fiasco est devant vous, faire du RN l'interlocuteur privilégié. 2 choses l'une. Ou bien il n'est pas dans l'arc républicain, ou bien il l'est. D'une certaine manière, Macron, avec sa dissolution fiasco, vient de donner ce rôle important au Rassemblement national. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbitre des élégances politiques, c'est pas la pauvre gauche qui a été plus bête que la droite la plus bête du monde, en refusant la nomination de Cazeneuve, c'est le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national, aujourd'hui, qui est devenu le pivot. C'est pour ça que je ne crois pas que le RN sera le premier à dégainer sur une censure. Parce qu'il veut se montrer responsable, le RN. C'est un parti de gouvernement. Donc censurer Barnier au premier prétexte, ça ne serait pas responsable. Et à mon avis, ce ne sera pas dans leur stratégie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas au bout de la lunette. Mais je pense que le RN va prendre plus son temps. Et puis, vous savez, avant les élections législatives, moi, je discute avec tout le monde. Donc, je discute avec toutes les têtes couronnées politiques. Et je discute avec une tête couronnée du RN. Et qui m'a dit la chose suivante. Qui est Bardella. D'accord. Et il me dit, alors moi, on parle économie, voilà. Et puis à un moment donné, il me dit, mais c'est peut-être pas l'argument central. Enfin, je ne sais plus le mot qu'il a employé, peu importe. Et en fait, l'un des arguments centraux du déplacement de la vie politique en France, au-delà des vrais sujets qui interpellent les Français, l'immigration en est un, le pouvoir d'achat en est un, sur lequel Marine Le Pen a surfé pour la présidentielle. Ça a été la première à comprendre qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Ce n'est pas les communistes, ce n'est pas la gauche des bobos qui se sont dit « est-ce que les gens vivent bien dans ce pays ?» Non, eux, ils habitent dans le 7e arrondissement où
ou place de l'Œuf à Montpellier, donc ils n'ont pas de sujet. Non, c'est Marine Le Pen. Et en fait, il m'a dit, mais peut-être que le sujet central, c'est, en fait, on a essayé tout le monde sauf eux. Alors, ça peut vous paraître léger, mais, pardon, depuis des décennies, on a des experts de tout poil, de toute idéologie politique, à gauche, à droite, centre-gauche, centre-droit, Jacques Chirac, radical-socialiste, François Mitterrand, de droite, qui d'ailleurs sont élus à contre-courant. Mitterrand, on est persuadé qu'on va élire en 80 un mec de gauche. Bah, et en fait, voilà, c'était plutôt structurellement, il avait été élevé chez les jésuites, c'était un homme de droite. Chirac, on a élu un président de la République de droite, et en fait, il était radical-socialiste. Vous voyez, bon. Donc en fait, ces gens se sont succédés avec leurs experts, avec leurs élites, pour arriver au résultat dans lequel on est. Donc les gens disent, vous savez, ceux qu'on regarde parfois, enfin les gens de gauche avec mépris, ces gens-là, ces gilets jaunes, ces gens qui souffrent, ils disent quoi? La classe moyenne. Ils disent, mais ça ne peut pas être pire. Ça ne peut pas être pire. Donc le seul argument aujourd'hui de la gauche, c'est pas de dire le programme économique sur tel point est nul, etc. C'est de dire, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. C'est le dernier argument, l'extrême droite. Vous voyez, comme si, en fait, si le RN arrivait au pouvoir, du jour au lendemain, on n'aurait plus aucune liberté. Alors, je vois bien ce que ça véhicule. Il n'y a pas de doute. Mais je crois que, en fait, la normalisation finale du RN, constat. Ce n'est pas un jugement de valeur, constat. C'est Emmanuel Macron qui vient de l'offrir sur un plateau, avec sa dissolution fiasco, en faisant du RN le faiseur de roi d'un gouvernement et d'un Premier ministre. Et là-dessus, la gauche a raison de dénoncer. Mais c'est absolument historique ce qui s'est passé. Et justement, absolument historique. Justement, cette gauche, elle n'est pas responsable aussi, cette gauche éternellement divisée, qui même quand elle arrive à faire le nouveau Front populaire, continue d'être divisée. Et puis aussi cette idée, parce que j'écoutais récemment Ruffin, qui disait que quelque part, en interne, les politiques de gauche considéraient que la classe ouvrière était perdue, l'électorat historique de gauche était perdu et qu'il fallait le laisser pour s'orienter beaucoup plus vers un électorat de grandes villes, un électorat aussi issu de l'immigration. Est-ce que cette gauche n'a pas volontairement, parce que mine de rien, en France, on voit que la première force politique issue de cette élection, c'est le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Donc ça veut bien dire que les Français votent. Moi j'ai toujours considéré que Macron avait fait une erreur en ne nommant pas à Matignon, dans la foulée des élections, le candidat, même s'ils ont mis un temps infini, alors Lucie Castet, bon, Madame Machin, Monsieur Truc, mais en ne nommant pas un candidat issu du NFP. Pourquoi? Parce que je pense que ce gouvernement-là aurait été censuré peut-être dans un mois, dans quelques semaines, mais que le président de la République n'aurait pas rajouté de la crise à la crise. Là, il donne l'impression d'être dans déni démocratique. Il n'y a rien qui oblige dans la Constitution le président de la République à nommer un Premier ministre issu du premier groupe. Rien. En revanche, il y a un esprit républicain qui fait que normalement, oui, on nomme dans le groupe qui est arrivé en tête. Bon. Maintenant, l'erreur, c'est aussi celle de Mélenchon. Je ne parle même pas de ces dérapages et de certains de ses lieutenants qui sont... bon. Mais l'erreur de Mélenchon, monumentale, et ça m'étonne de la part d'un type qui a une épaisseur historique comme lui, c'est d'avoir dit on appliquera le programme, tout le programme, rien que le programme. Parce que dans le programme du nouveau Front populaire, il y a plein de choses qui divisaient en réalité la gauche. Et qui allaient être, vu l'état des finances publiques françaises, catastrophiques pour le pays. Donc là, en disant on appliquera tout notre programme, à mon avis, il a fermé la porte. Alors, peut-être qu'il est beaucoup plus malin que l'analyse que je viens de faire. C'est-à-dire que peut-être que Mélenchon s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on gouverne. Parce que la seule échéance de Mélenchon, c'est 2027. Il a d'ailleurs proposé de ne pas avoir de ministre issu de la France insoumise. Oui, bon, bah ça me paraît logique, et qui en aurait voulu. Bon. Mais en tout cas, peut-être que son but, c'était pas de gouverner, justement. C'était de tout faire pour que la gauche ne forme pas un gouvernement. Parce qu'une gauche qui forme un gouvernement pendant 1 an et demi, 2 ans, si elle tient, ou 6 mois, et qui va dans le mur économiquement, et qui est obligée de faire comme François Mitterrand en 83, ou même 2 mois après d'arrêter les frais, bah, il se condamne pour la présidentielle. Alors maintenant, l'erreur historique, oui, mais c'est une erreur historique du Parti socialiste. C'est Terra Nova, qui est un think tank de gauche,
voilà, qui était dirigé par un ami que j'aimais beaucoup, qui a disparu, qui s'appelait Olivier Ferrand. C'est eux qui ont conceptualisé, alors peut-être pas à l'époque d'Olivier, mais qui ont conceptualisé le fait que la classe ouvrière, d'abord, elle était de moins en moins importante. Désindustrialisation, c'est pas seulement des usines qui vont à l'extérieur, c'est des emplois qui partent ailleurs. Donc une classe ouvrière qui se réduisait de plus en plus, et pour la gauche, il fallait trouver un autre terrain d'élection. Un autre terrain d'élection. D'où le vote communautaire LFI, à mon avis très dangereux, parce que alors pour le coup, si on est dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité, on ne peut pas jouer une telle fracture. On ne peut pas jouer une telle fracture. Il y a peut-être des progrès à faire sur la citoyenneté et l'intégration, même si on a fait beaucoup, l'assimilation, appelons-le comme veut, mais en tout cas, on ne peut pas fracturer le pays en disant il y a telle communauté à laquelle je m'adresse, parce qu'on n'est plus dans la liberté, égalité, fraternité. On peut y croire encore. Bon. Donc, LFI a fait ce choix-là, a fait le choix du vote communautaire. Et quand vous travaillez un vote communautaire, ben vous êtes obligé, en tout cas l'idée que vous en faites, d'aborder dans le sens qui convient les problèmes, les situations, les conflits, les contextes géopolitiques qui se présentent, jusqu'à l'excès. Parce que, vous voulez dire caresser dans le sens du poil, bien sûr. Victor. Bien sûr. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un LFiste pur jus et un socialiste pur jus? Et Olivier Faure. À mon avis, rien. À mon avis, rien. Sauf que les socialistes, dans l'état de régression où ils ont besoin de qui pour éventuellement se faire réélire s'il y a une nouvelle dissolution dans 6 mois, 8 mois, 9 mois? Ben, ils ont besoin de LFI. Donc en fait, pour un plat de lentilles, ils sont prêts à... Voilà. Et puis il faut quand même noter que le macronisme, l'idée de départ était intéressante. Plus de droite, plus de gauche, en même temps, tout, voilà, on prendra le meilleur chez les uns et les autres. Bon, mais ça aboutit à quoi le macronisme? Ça n'a pas détruit, pas totalement, la gauche républicaine et la droite républicaine. Ça a fait pousser les extrêmes. Alors que Macron nous a expliqué, sans nous donner de programme pour sa réélection, que dorénavant, on ne voterait plus Rassemblement National. C'était lui. Donc en fait, c'est un échec sur toute la ligne. C'est un échec sur toute la ligne. Et maintenant, les Français aspirent à autre chose. Je le pense, franchement, pour répondre un peu longuement à votre question. Alors, je ne sais pas si Marine Le Pen sera élue en 2027. Je ne sais pas si elle est élue, ce qui se passe. Je n'en sais absolument rien. Il peut se passer tellement de choses. Je ne sais pas si Bardella finira par prendre l'avantage sur Marine Le Pen. Enfin, ça existe dans plein de partis. Hein. Bon, et ça existait à l'époque du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Mais en tout cas, il y a ce double moteur qui est on a essayé plein de gens qui étaient soi-disant des super experts pour être dans la situation politique et économique dans laquelle on est. Eux, on ne les a pas essayés. Et puis, deuxième chose, il y a aussi quand même le sentiment que ce qui s'est passé aux législatives, la gauche parle beaucoup de vol. On lui a volé sa victoire. Mais le militant de base RN ou l'électeur de base RN, qui n'est pas du tout un mec d'extrême droite, vous voyez, c'est celui qui vote pour Trump dans le pays profond aux États-Unis. Ce sont aussi des ouvriers. Bien sûr. Toute la ceinture rouge autour de Paris, qui était des villes communistes, au présidentiel, c'est un vote RN. Bon. Mais la gauche fait jamais aucune autocritique. Vous voyez, la gauche, ce qu'ils veulent, c'est changer le peuple. Vous voyez, c'est pas s'interroger sur leurs échecs. C'est puisque le peuple va mal, on va changer le peuple. Quoi. Enfin, ça n'existe pas. C'est aussi les anciennes zones industrielles du nord de la France. Et bien sûr, tous ces bassins qui ont été désindustrialisés. Tous ces gens qu'on a laissés mourir à petit feu dans des villes dortoirs où on a fermé les services publics. Vous savez, le déclenchement des Gilets jaunes, c'est cette fameuse hausse sur la taxe carbone. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez plein de gens qui ont des jobs mal payés, qui sont à 50 km de chez eux, ils ont besoin de 2 jobs pour faire vivre la famille, et ils sont obligés d'avoir 2 voitures. Et du jour au lendemain, vous leur dites, voilà, vous n'avez pas le droit au transport en commun, parce qu'il n'y en a pas, vous n'avez pas le droit à ceci, le dispensaire, il a fermé, la maternité, il n'y en a plus, et en plus, on va vous augmenter le prix de l'essence, vous gagnez déjà pas beaucoup d'argent, voilà, et puis vous allez continuer à travailler. Bon, ben, ces gens se sont révoltés. Mais cette révolte, elle est toujours forte. Donc les élites parisiennes, les élites intellectuelles, en fait, elles ne comprennent pas le peuple. Vous savez, on parlait de radicalisation tout à l'heure des idées politiques dans les médias. Moi, je fais un constat très simple. Quand j'avais 20 ans,
dans les années 80, allez, ouais, c'était l'intelligentsia de gauche qui décidait, finalement, par capillarité, via les médias publics, Les universités. l'université, qui décidait en fait des thèmes et des questions de société qu'on allait mettre sur la table du débat national, l'intelligentsia de gauche. Et ceux qui étaient en réaction à ces thèmes que l'intelligentsia de gauche abordait au nom de tous, ceux qui étaient en réaction, c'était les réactionnaires, c'était les gens de droite. Et aujourd'hui, la problématique intellectuelle s'est inversée, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les thèmes qui sont mis sur la table par des Michel Onfray, en fait, sont des thèmes plutôt qui sont des thèmes de, entre guillemets, de droite. Et ceux qui sont en réaction faute d'idées aujourd'hui sont les gens de gauche. Donc les néo-réactionnaires aujourd'hui, c'est ça qui les mange, qui les consume. C'est qu'eux sont devenus des néo-réactionnaires, parce qu'ils n'ont plus le privilège de mettre ces thèmes sur la table du débat national. Ils sont mis ces thèmes par d'autres, et qu'eux ne sont plus que dans le statut d'être en réaction des thèmes qui sont mis sur la table du débat national. Pourquoi ? Mais parce que la gauche a fait des erreurs historiques. La gauche n'a jamais considéré qu'il fallait aborder les questions de sécurité, historiquement. Non, c'était un thème d'extrême droite. L'immigration, c'était un thème... Non, on ne pouvait pas aborder ces thèmes-là. C'était... Regardez ce qui se passe à Grenoble ou dans d'autres villes, l'espèce de déni politique à considérer que Grenoble est une ville, Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble, qui est une ville aux mains des gangs. C'est une guerre de gangs, de drogue. Bon, non mais pas de caméra surveillance, pas trop. Liberté d'aller, oui mais enfin liberté de se faire tuer. Liberté de se faire tuer. Le type là, qui est intervenu, qui a pris 2 balles dans le thorax. Bon. Policier municipal sans armes. Voilà, alors qu'à Échirolles à côté, 40 000 habitants, vous avez une police municipale armée, peu importe. Donc en fait, c'est un grand renversement, me semble-t-il, des choses. Je ne sais pas si je l'ai bien conceptualisé, oui, non, mais à mon avis, on vit ça aujourd'hui. D'où ce qui se passe dans les médias, d'où ce qui se passe sur le vote RN. Voilà. Et ça, me semble-t-il, c'est un vrai basculement idéologique, sémantique. On l'a entendu pendant tout l'entretien, vous êtes très attaché aux notions de contexte, d'histoire. Il faut connaître son histoire, son identité. Vous êtes l'auteur de Tirailleurs inconnus. Est-ce que, avant de finir cet entretien, vous pouvez nous parler de ce livre ? Écoutez, oui, c'est mon 2e roman, c'est mon 11e livre. Alors je veux dire, j'ai tout petit, donc moi j'ai toute ma famille dans l'île de Ré, à la Quartz-sur-Mer. Et à côté de la tombe de mes arrière-grands-parents, d'aussi loin que je me suis recueilli sur cette tombe, j'ai toujours été interpellé par la tombe d'un tirailleur, juste à côté de la tombe de mes arrière-grands-parents, Nogaï Liboudot. Et un jour, je me suis dit, quand j'aurai un peu de temps, je vais enquêter sur l'histoire de ce type. Qu'est-ce qui fait qu'un tirailleur sénégalais, enfin on dit tirailleur sénégalais, mais il venait de Haute-Volta, l'ancien Burkina, qu'est-ce qui fait qu'un tirailleur est enterré à la Quartz-sur-Mer le 8 juin 1917 ? Et en fait, donc j'ai travaillé, après c'est un roman, mais j'ai beaucoup travaillé, et je me suis aperçu que ce type, avec 400 autres tirailleurs sénégalais, qui venaient en fait de Haute-Volta et du Soudan français, était monté sur un bateau qui s'appelait le Sekwana, pour venir combattre sur le front pour la Première Guerre mondiale. Et ce bateau n'arrivera jamais en France, il est torpillé au large de l'Île-Dieu par un sous-marin allemand. La plupart des tirailleurs meurent, parce qu'ils sont plutôt dans les cales que sur les ponts supérieurs. Ils meurent, et les corps d'un certain nombre d'entre eux viennent s'échouer, et il y en a un qui vient s'échouer sur une plage de la Quartz. Et au même moment, 15 jours, 3 semaines, mais ça c'est le travail du romancier, vous avez le fils de l'instituteur de l'époque, qui s'appelait Roger Bonin, qui était sous-lieutenant, il n'y avait pas d'aviation à l'époque, mais qui meurt dans son avion au-dessus de Verdun. Enterrement en grande pompe pour l'enfant du pays, le sous-lieutenant, l'officier qui meurt au combat. Enterrement en catimini pour mon tirailleur sénégalais, de Haute-Volta. Et tout ça est documenté. Et les parents de Roger Bonin, qui était un poète qui publiait dans la même maison d'édition que Guillaume Apollinaire, vous voyez,
Noémie et Gaston Bonin, qui sont les instituteurs à la Couarde en 1917, disent au maire de l'époque, Théophile Pénisson, nous on vous donne les parcelles qu'on a achetées devant l'école, mais à condition que vous fassiez un square avec un monument aux morts, dont le premier nom en lettres d'or sera celui de notre fils martyr, unique, qui est mort. Le maire le fait. Les maçons travaillent à charge d'emploi. Aimé Octobre, qui est un prix de sculpture, qui est un prix de Rome de sculpture, fait les dessins avec Jacques Godefroy, l'architecte. Tout ça est documenté. Et il y a un journaliste qui travaille pour le Soldat Rétais, qui couvre les deux événements. L'enterrement du tirailleur, on lui demande de faire des petits papiers vite fait, bon, ça n'intéresse pas grand monde, bon. Et puis l'enterrement du sous-lieutenant. Et en fait, ce type se prend de passion, d'intérêt pour la cause des tirailleurs. Il veut savoir ce que font ces gens. Donc, je vais très vite, il finit par se faire accréditer au front. D'accord. Et en fait, il avait commencé à écrire un manuscrit. Sur l'histoire des tirailleurs, et notamment du tirailleur de la Couarde. D'accord. Il meurt au front, et quelques années plus tard, je vais chez mon antiquaire, elle me dit « J'ai un truc pour vous, Éric », et je tombe sur le manuscrit de Pierre Béliche qui s'appelle « Le tirailleur inconnu », dont j'ai terminé l'histoire dans mon roman. Donc la boucle est bouclée, puisque vous retombez sur cette pierre tombale. Voilà, et une de mes conclusions, c'est de dire « Mais puisque ces tirailleurs sont morts pour la France, pourquoi est-ce qu'eux aussi n'auraient pas leur nom sur le monument aux morts ?» Très bien, bah ça donne envie, je suppose, C'est vrai aux auditeurs, oui, Merci beaucoup, aux spectateurs de suivre, en tout cas de lire ce livre. On va finir notre entretien sur ce résumé. Peut-être un dernier mot pour les perspectives françaises à venir, pour ce gouvernement qui se fait ou qui ne se fait pas pour le moment. Je vous dis, la grande difficulté, c'est un équilibre politique pour avoir la confiance de l'Assemblée nationale qui, à mon avis, est totalement antagoniste avec un cap politique et économique clair. Donc, bon, je me trompe évidemment très souvent comme tout le monde, mais ça va être dur pour Michel Barnier d'avoir une grande longévité de tenir à ce poste, je pense. Chers auditeurs d'Omerta, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis pour cet entretien. N'oubliez pas que l'ensemble de nos contenus sont disponibles sur le site internet www.omertamedia.fr. Je vous rappelle également la sortie de notre prochain numéro. Avec une belle couverture. Avec une couverture exceptionnelle. Un numéro qui est disponible d'ores et déjà en prévente. Je vous remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt.